Savez-vous quel était le secret de réussite de Steve Jobs, de Larry Page et Sergey Brin, de Bill Gates, de Linus Torvalds? Ils se sont tous entourés des bonnes personnes. La réussite n'est jamais quelque chose qui se fait seul. Et si le feu nous a permis de rester au chaud, la roue d'aller plus loin ou l'essence d'aller plus vite, les LLM sont aussi en train de transformer nos sociétés. Nous pouvons désormais tous avoir des assistants. Mais alors, ces assistants sont-ils aussi bons que nos comparses humains? Comment peut-on créer son propre assistant? Et surtout, si tout le monde a un assistant, comment faire réellement la différence? Pour répondre à ces questions de soutien, je ne reçois pas ChatGPT, mais il s'y connaît en copilote. Arnaud, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Arnaud, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Bien sûr. Alors, je m'appelle Arnaud Secconi, je travaille en tant que CTO chez Commanders Act, où notre mission, c'est de faciliter l'accès à la donnée temps réel pour nos clients, qui sont, on va dire, les équipes marketing des grandes marques les plus connues, donc les équipes digitales, en sens général, pour leur faciliter la compréhension de leurs utilisateurs, mais aussi booster les campagnes, enfin les performances de leurs campagnes publicitaires, et puis améliorer l'expérience utilisateur omnicanal, pas forcément que sur leur site web, mais voilà. Donc les aider à travailler avec cette data sur laquelle on facilite l'accès. Voilà, et puis après, si je reviens vite fait sur mon parcours, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années en tant que webmaster, le vieux métier de l'époque, et infographiste, donc j'ai fait aussi un peu de Photoshop, enfin beaucoup à l'époque. Et puis après, je me suis spécialisé plus dans le développement et j'ai monté ma boîte de développement de jeux vidéo donc pendant 7 ans. Et puis j'ai atterri chez Commanders Act ensuite en tant que salarié, voilà, où je suis toujours. Donc aujourd'hui, très autour de la data, de l'utilisation de cette data. Exactement. Ce qui aujourd'hui est un peu le cœur de tous les systèmes d'IA qui ont le vent en poupe en ce moment. Oui, avec la hype qui va avec les investissements un peu fous, mais ouais. Avant de creuser un peu comment est-ce que vous avez utilisé aujourd'hui ces LLM, notamment pour créer un agent virtuel qui permet à vos clients de faire les choses directement, je te propose qu'on se fasse un petit tour d'horizon un peu des LLM. J'imagine que vous en avez testé plusieurs, beaucoup. Comment est-ce que toi tu perçois ce monde-là, que ce soit pour vos clients, mais aussi peut-être pour tes devs? Oui, effectivement, c'est deux sujets différents. Alors, côté dev, si on commence côté dev, nous on a commencé début 2023, donc c'était finalement quelques mois après la sortie de ChatGPT. Très honnêtement, on connaissait assez peu les LLM avant la sortie en novembre 2022 de ChatGPT. Donc on a naturellement commencé par tester ChatGPT et puis les API. Alors moi j'avais un peu commencé à tester l'API OpenAI GPT-3 à l'époque, encore avant ChatGPT, mais vraiment de façon très succincte. Donc on a commencé là-dessus. À l'époque, dans le domaine de l'open source, il n'y avait pas énormément de choses. Donc on a surtout regardé du côté des closed AI, je ne sais pas comment on les appelle. Et puis dans l'année 2023, finalement, il y a eu énormément à la fois de papiers scientifiques et de modèles open source qui ont commencé à fleurir. Avec énormément de benchmarks, enfin toujours les mêmes benchmarks, mais du coup tous ces LLM open source fournissaient leurs notes sur ces benchmarks. Et ça paraissait génial sur le papier. Donc effectivement, on a testé alors, de façon très manuelle, on ne s'est pas lancé dans des papiers nous-mêmes, etc. Mais on a testé ce que ça valait, etc. Et il faut dire qu'à l'époque, on a quand même été relativement déçus parce qu'il y avait une grosse différence entre les scores sur les benchmarks et dans les cas réels d'utilisation.
côté dev, du coup, c'était pas génial, notamment sur le fait de pouvoir suivre les instructions qu'on donne au LLM. Sur les hallucinations, c'était encore pire que l'équivalent de ChatGPT. Il y avait des promesses qui n'étaient pas encore tout à fait tenues. Et, voilà. Mais par contre, aujourd'hui, quand on regarde le dernier LLaMA qui est sorti, le 3.1, on commence à être vraiment sur... on a clairement rattrapé dans le monde de l'open source les Anthropic, OpenAI. Il y a des trucs là qui sont sortis encore cette semaine qui sont intéressants. Donc ce qu'on a vu à l'époque n'est plus forcément valable. Donc je pense qu'il faut commencer à s'intéresser sérieusement au monde de l'open source. Alors, petit disclaimer aussi qu'on se doit, vu l'environnement, de préciser, parce que l'épisode va sortir dans quelques semaines. Okay. Donc on enregistre cet épisode le lundi 9 septembre. Il se peut qu'il y ait d'autres choses qui soient sorties entre-temps. Ça bouge très vite. Ça bouge très très vite. Donc voilà, vous savez, je crois qu'on Tout ce que je vais dire aujourd'hui sera faux. Non, mais parce qu'on risque de diffuser, je pense, début octobre. Donc pour te dire, tu vois, en un mois, il peut se passer beaucoup de choses. Normalement, GPT-5 ne sera pas encore sorti. On verra. celui-là encore pas. Moi, ce que je trouve surprenant, parce qu'effectivement, les benchmarks, en fait, il y a... tu le vois dans toutes les industries depuis la nuit des temps. Quand il y a un benchmark qui se crée, en fait, tout le monde tweak un peu sa solution pour que ça réponde au benchmark, mais du coup, pas à tous les cas d'usage. Et ce que je trouve assez marrant, c'est le problème qui est en train de faire bégayer toutes les IA en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu depuis quelques mois. Tu poses un LLM la question de combien de R y a-t-il dans Strawberry et à chaque fois, la réponse est à côté, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, il y a une partie qui est... ça, c'est un sujet intéressant parce qu'il y a une partie qui est liée, sans doute dans le monde de l'open source encore plus, au fait d'essayer de plaire au benchmark, en tout cas de coller le plus possible dans ces dimensions-là et de moins s'intéresser finalement à l'usage réel par les utilisateurs. Mais il y a aussi, du côté d'OpenAI et compagnie, des erreurs qui ont été faites sur l'entraînement sur des données synthétiques. Qui était censé être l'Eldorado pour atteindre des sommets. Et finalement, on se rend compte que le piège des données synthétiques, c'est aussi que ça collapse, ça fait s'effondrer un petit peu les LLM sur des dimensions qui sont du coup moins testées, parce qu'on ne peut pas tout tester quand on génère un LLM. Et du coup, effectivement, il y a ces problèmes-là, mais avec ce que va sortir OpenAI et Anthropic bientôt, je pense que ça devrait se limiter grandement. Je pense qu'on va être agréablement surpris sur ces sujets. Jusqu'à ce qu'on arrive à des nouveaux problèmes. Enfin, c'est une avance par itération, quoi. C'est ça, tout à fait. Sur le métier de développeur en tant que tel, il y a encore beaucoup de questions. J'ai reçu déjà quelques CTO à ce micro. On a essayé de se projeter sur ce que serait le métier de dev dans quelques années et autres. Il y a un an, c'est à peu près un an, je recevais à ce micro un CTO qui me disait que pour lui, un dev ou une dev qui ne maîtrise pas un copilote, un chat GPT, qui ne code pas avec un LLM à côté de lui, pour lui, c'est une faute professionnelle. Et pour lui, c'est un critère de non-recrutement. Est-ce que tu en es arrivé là, toi aussi ? Ça va le devenir très vite. Je pense pas qu'on en est là encore pour le recrutement. Finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de retard dans... Alors, j'ai la vision plus France, peut-être qu'aux États-Unis, ça se passe un peu différemment, mais on a quand même beaucoup de retard sur ces sujets de prise de conscience, effectivement, de l'importance de ces sujets en termes de productivité. Donc, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, en termes de recrutement, on en est encore là. Ceci dit, ça fait quand même des années qu'au moment des recrutements, on cherche plus des têtes bien faites, plus que des gens qui savent pisser du code, si tu me pardonnes l'expression. Et ça va dans ce sens-là, parce que finalement, quand tu demandes à quelqu'un d'être autonome et d'être capable de chercher le bon outil, le bon langage, ou que sais-je, ça revient un peu au même que de lui demander d'utiliser ChatGPT ou GitHub Copilot ou Cursor, etc. Mais je pense que c'est lié aussi le retard qui a pu être accumulé, c'est lié aussi au fait que les développeurs sont intéressés très tôt à ces sujets et qu'au début, les LLM étaient assez mauvais, notamment sur la génération de code. Et il y a quand même
un certain nombre de développeurs qui se sont dit bon, ça c'est complètement pourri, et qui ne sont pas revenus tester, parce qu'il y a d'énormes progrès, hein, même en un an, parce que quand tu regardes en arrière, ça a énormément progressé. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le métier de développeur va changer complètement, n'en déplaise à ceux qui ont du mal avec les LLM. Et après, c'est pas forcément un souci, parce que le vrai métier de développeur, c'est pas que coder finalement dans ta journée de développeur. Tu codes assez peu, contrairement à ce que les gens peuvent penser à l'extérieur. Et tu es plus un architecte qui va essayer de concevoir la meilleure façon d'imbriquer, alors soit des briques de Lego quand on parle d'architecture, soit la façon dont tu vas choisir de coder de cette façon, de séparer tes différents process, tes jobs et compagnie. Et ça, on n'est pas prêt de le remplacer avec des IA. En tout cas, on a quelques années, je pense, devant nous. Alors, quelques années, pour le coup, je ne suis pas sûr de quelques années. Ça dépend à quelle échéance, si tu dis 3 ans ou 10 ans. Mais vas-y. Mais bien, parce que pour moi, je pense que c'est des sujets qui peuvent aller assez vite. Mais il y a... tu vois, je reprends une phrase que tu as eue tout à l'heure. Tu me parlais des gains de productivité de ces assistants. Je suis entièrement d'accord sur le gain de productivité. On est tous d'accord, surtout les gens qui nous écoutent, on tous des devs, on sait tous que notre métier, c'est pas uniquement de pisser du code. On le sait. On ne passe pas notre temps à produire du code, on passe beaucoup de temps aussi à maintenir du code. On passe effectivement, il y a un gros temps de réflexion dans nos choix d'implémentation et autres. Mais je suis conscient du gain de productivité, je suis pas sûr du gain en maintenabilité. Ouais, c'est un autre sujet, tu as raison. Parce que ça, pour moi, c'est un sujet qui est assez fort. T'es CTO aussi, donc je pense que t'es aussi amené à le dire, ou en tout cas à le voir. En tout cas, tu l'as peut-être même vécu à tes débuts de carrière de développeur, on l'a tous fait. C'est de faire beaucoup de copier-coller de code qu'on trouve sur Internet pour répondre à un problème. Ouais. On sait tous que ce copier-coller massif de code, à un moment, on le paye. C'est de la dette technique, mais même ce code qu'on copie-colle, en général, il vient te mordre. C'est pas juste que tu le payes, c'est juste qu'il vient te mordre derrière, quoi. Comes back, bite you ass, comme ils disent outre-Atlantique. Il y a, et quand même, dans cette génération automatique de code, il y a pour certains, tu vois, une crainte d'emballement en fait, de production de code. Qui est réelle. Et une maintenabilité qui est pas au rendez-vous. Et donc, je suis d'accord que tu peux plus rapidement produire du code, mais est-ce qu'on a un travail de maintenabilité encore à faire, quoi? Le vrai danger dans ces LLM, c'est que, et moi je le vois même dans mon quotidien, c'est que ça facilite l'accès à soit des technos que tu connais pas ou peu, soit des architectures ou même des langages, pourquoi pas, auxquels t'es pas habitué à travailler au quotidien, et du coup tu vas prendre des raccourcis, donc tu analyses effectivement ce que l'LM te répond, mais si ça a l'air convaincant, et c'est souvent le problème, c'est que ça a l'air convaincant, tu vas plutôt suivre là-dessus. Ça fait gagner énormément de temps au début, puisque quand le temps d'apprentissage, finalement, ça prend beaucoup de temps côté dev, sur les nouvelles techno et compagnie. Le revers de la médaille, c'est que tu commences à entrer dans des sujets que tu maîtrises moins. Donc plus tu te reposes dessus. Oui, c'est ça, plus tu te reposes dessus, et moins tu vas être en capacité de dire si ce que tu intègres dans ton code est valable, est suffisamment maintenable, et même la meilleure solution pour résoudre le problème que c'est de résoudre. Donc je pense qu'on va avoir un vrai retour malheureusement de coups de bâton dans peut-être 5 ans ou même avant, qui va faire mal, notamment avec les juniors, parce qu'encore les seniors ont un peu pris l'habitude et font un peu moins confiance, mais ouais. Parce que tu vois, c'est marrant, tu parles effectivement des juniors, il y a un sujet qu'on a évoqué quelques fois aussi avec d'autres invités sur ce micro. Donc toi, pareil, comme moi, tu as commencé à dev il y a 20 ans. C'est à peu près pareil. Moi, quand j'ai commencé à développer dans le web, donc c'était en 96, 98, c'est une époque où quand tu voulais créer un site web, il fallait que tu installes toi-même ton serveur, il fallait que tu aies des tas de choses à faire toi-même à la main, en fait. Aujourd'hui, les nouvelles générations, peut-être tu peux être un très bon développeur ou une très bonne développeuse sans connaître les méandres d'Apache, sans connaître les méandres de Nginx, sans connaître je ne sais quoi, parce qu'en fait, tu as ton Docker, tout ça se fait tout seul, ton cluster, il se crée tout seul. Donc, tu as moins besoin de cette finesse-là. Ça ne veut pas dire que tu as un mauvais ou une mauvaise développeuse pour autant, mais
c'est vrai que quand tu as un problème qui se présente, bah, T'as pas l'expertise t'as pour pas y l'expertise répondre tout pour de aller suite. chercher sur ces aspects-là. Et c'est vrai qu'avec cette production de code aussi automatique, comme tu le dis, hein, bah, effectivement, quelqu'un qui commence aujourd'hui dans ce métier-là, qui va s'appuyer beaucoup sur un LLM, quel qu'il soit, risque effectivement de moins se confronter à des problèmes. Et les problèmes, c'est comme ça qu'on apprend beaucoup, enfin, en tout cas qu'on apprenait beaucoup dans ce Ouais, c'est de métier-là. ces échecs qu'on apprend le plus, hein, comme on dit. Euh, ce qui va être du coup assez problématique, je pense, c'est au-delà des juniors en développement, on va avoir de plus en plus des personnes qui arrivent dans le domaine du développement sans avoir appris les bases, puisque ça devient tellement facile maintenant. Enfin, on le voit, hein, il y a des applications qui sont créées uniquement en demandant à Anthropic, enfin Claude, Anthropic et compagnie, qui fonctionnent assez bien là-dessus. Et du coup, tu vas avoir des personnes qui ne comprennent pas finalement ce qu'il y a dans le code et qui vont se retrouver un jour ou l'autre avec un bug à résoudre. Et là, ils vont devoir comprendre alors, le langage utilisé, l'architecture et compagnie. Et on risque de s'en rendre compte assez tard, puisque évidemment, dans les années qui vont venir, il va y avoir des startups qui vont se monter, des petites boîtes avec... vu la facilité avec laquelle et la vitesse à laquelle tu peux monter des trucs, avec des personnes qui sont assez peu dev, en tout cas de formation ou d'expérience, et qui vont se retrouver à un moment donné, alors je leur souhaite pas, mais face à un mur, parce qu'il va manquer de l'expertise, et on va revenir à faire venir finalement un senior. Alors on va faire chercher les vieux pour venir donner un coup de main, parce que ces systèmes sont trop complexes. Et je pense que la surcouche de problèmes qu'on va avoir, c'est qu'on va d'abord demander au LLM d'essayer de trouver le problème. Donc finalement, c'est une boucle un petit peu infinie ou jusqu'à saturation, parce qu'à un moment donné, le LLM a ses limites aussi, et jusqu'à la perte de maîtrise. Mais c'est vrai, alors tu as raison d'en parler sur le développement, mais ça va être vrai sur tout un tas d'autres domaines où on va perdre la maîtrise. Si tu te projettes sur 10 ans, finalement, comme tu n'as plus besoin d'avoir cette expérience, cette maîtrise, à un moment donné, il va falloir trouver le gars qui a encore cette expertise. Tu parlais aussi tout à l'heure de cette baisse de la barrière à l'entrée, avec des gens effectivement qui peuvent créer des applications. Il y a des services aujourd'hui qui existent où ça te crée des apps. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu la semaine dernière, ça m'a bluffé. Il y a un gars qui a réussi à créer Doom avec un LLM. Ah oui, ouais. Mais c'est-à-dire que il n'a pas... Pour juste comprendre le truc qui est quand même assez fou, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé un moteur de jeu vidéo. C'est qu'en fait, il avait un LLM à qui il mettait en input toutes ses touches de clavier de mouvement. Oui, c'est fou. Et à 20 frames par seconde, le LLM lui générait l'image d'après du jeu de Doom. Et donc, le gars jouait à Doom avec juste chaque frame de son truc qui était généré par un LLM en fonction de ses inputs de déplacement, de tir et compagnie. Ouais. Ce qui est quand même assez fou en termes de... Enfin, t'imagines, il n'y a aucun développeur qui a bossé sur la création d'un moteur 3D de rendu de graphique, de ce que tu veux, sur ce truc-là, mais il a joué une sorte de Doom, un simili Doom. C'est ça, ouais. Alors, c'était un peu plus qu'un LLM, parce que les LLM sont pas encore aussi doués que ça pour l'instant. Il a utilisé un peu plus que du LLM. Mais ce qui est intéressant aussi, ça dit aussi beaucoup de choses sur la modélisation que c'est. Alors, au-delà des LLM, tout ce qui tourne autour des transformers et ces réseaux de neurones, donc dans le deep learning. Moi, je suis assez fasciné même des modèles physiques qui forcément, à un moment donné, il y a un modèle physique qui se crée dans ces systèmes, dans ces réseaux neuronaux. Et quand tu regardes la génération de vidéos, je ne sais pas si tu as vu les derniers exemples là. C'est fou. Moi, j'en ai un en tête qui me revient, qui est quand même marquant. C'est le visage d'une jeune fille et on voit, alors je ne sais plus si c'est une goutte d'eau ou quoi, ou elle se maquille, on voit le cil qui bouge en fonction, donc il y a un objet ou une goutte d'eau qui passe. Et la physique est respectée, mais tu te dis, la réalité ne se ferait pas mieux, quoi. Donc tu te dis, ton exemple de Doom, c'est un peu pareil, c'est que il y a une représentation, il y a un modèle, en fait, qui est fait dans ces réseaux de neurones. Et moi, la question que je me pose, c'est finalement, si ces réseaux de neurones arrivent à créer des modèles aussi fiables en termes de physique, est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas réussir à se créer un modèle du monde au complet, donc tout ce qui existe, et finalement, c'est peut-être du côté du deep learning en dehors des LLM,
qu'on va avoir ces fameuses IA génératives ou que sais-je. Parce que c'est ça qui compte, c'est la modélisation qu'on se fait du monde. La perception du monde. Ouais. Exactement. Pour revenir au métier de développeur et de développeuse, comment est-ce que toi tu incites tes équipes à utiliser ces outils-là et peut-être en même temps à ne pas trop les utiliser. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu temporises un peu tout ça? En fait, le problème, c'est que je suis CTO et j'essaye de les laisser découvrir finalement par eux-mêmes, puisque je pense que la pire des façons de faire, c'est de braquer le développeur, puisqu'en fait, au tout début de ChatGPT, on a eu ceux qui étaient enthousiastes, etc. Et puis on a eu ceux qui étaient un peu réfractaires et partaient du principe que c'était des modèles statistiques et que ça prédisait juste le mot suivant, et donc qu'il n'y avait aucune intelligence, pas grand-chose à en tirer. Et j'ai vite senti que cette... parce que moi j'en parlais avec beaucoup d'enthousiasme à l'époque, j'en ai parlé à toute ma boîte et compagnie. Et j'ai vite senti que ce côté réfractaire, ça pouvait mener à bloquer justement à bloquer certains développeurs. Donc j'ai tout de suite arrêté. Je me suis dit, en fait, c'est pas la bonne méthode pour... une fois qu'on a bloqué quelqu'un, c'est très dur par lui-même qu'il ait envie de redécouvrir. Donc j'ai plus été dans l'optique de les laisser par eux-mêmes. J'ai essayé de... Je pense qu'il y en a certains qui m'écoutent aujourd'hui qui vont découvrir ça, mais j'ai essayé de les laisser seuls là-dessus, de me réfréner sur... voilà, parce que moi je suis assez passionné par ces sujets, donc d'en parler aussi souvent que j'aurais aimé. Et finalement ça vient assez naturellement. Donc il y a des développeurs qui l'utilisent. Alors ce qui est assez drôle, je ne sais pas si de ton côté tu remarques un peu la même chose, c'est que il y a un peu des non-dits dans ce domaine. Personne dit, enfin en tout cas au début, personne ne disait qu'ils utilisaient ChatGPT ou d'autres systèmes. C'était un peu le tabou, sans que je comprenne forcément pourquoi. Et on avait du coup des gens qui l'utilisaient depuis longtemps et qui ne lisaient pas. Et puis au détour d'une réunion dev, on découvrait qu'il y avait, quand tu faisais un vote à main levée, il y en avait plein qui utilisaient ChatGPT à l'époque ou d'autres choses maintenant. Donc maintenant c'est sans doute plus facile, mais je pense qu'il ne faut pas braquer non plus les développeurs. Faut aussi c'est un peu comme les autres technos, hein. Finalement c'est le développeur qui, quand l'idée vient de lui, c'est comme dans tous les domaines, il va être beaucoup plus enclin à travailler avec. Est-ce que pour toi, en tant que sur le métier de dev principalement, de ta vision de CTO, est-ce que pour toi il y a des LLM plus propices pour le métier de dev que d'autres? Ouais, clairement. Alors ça évolue tout le temps, donc encore une fois, quand cet épisode sera diffusé. Pour rappel, on enregistre le 9 septembre. C'est ça, exactement. Alors ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est Claude d'Anthropic, le 3.5, le Sonnet 3.5, en termes de génération de code et puis aussi de compréhension, parce que le sujet, c'est pas que de générer du code, hein, c'est aussi de comprendre d'une part ce qu'on lui demande et puis les bonnes architectures à mettre en place. Clairement, c'est ce que je recommanderais aujourd'hui. ChatGPT, les API derrière ChatGPT sont encore très très valables. Moi, j'utilise souvent les deux. L'API GPT 4o et donc le 4 Omni, est quand même moins bonne que l'ancien GPT 4. Clairement. L'avantage, c'est que ça va quand même plus vite pour générer du code, donc on arrive à se débrouiller. À l'époque, on avait testé des modèles open source qui s'étaient spécialisés soit en fine-tuning, soit en entraînement direct sur du code. C'était pas fantastique. Enfin, c'était pas en tout cas au niveau de ces API, ces closed API. Donc voilà, aujourd'hui, je recommanderais ça. Après, il y a beaucoup de hype en ce moment sur Cursor. Je ne sais pas si tu vois ce... À une époque, c'était beaucoup sur GitHub Copilot, que j'avais testé un petit peu, qui n'était pas génial à l'époque, qui faisait surtout de la complétion de code, ce qui n'est pas toujours le plus efficace. Je ne sais pas s'ils ont sorti leur version aujourd'hui qui permet de soumettre des merge requests. Ça a l'air assez puissant. Je l'ai pas testé récemment, mais du coup, de fournir du code pour répondre à une merge request. Donc ça, je pense que c'est un truc
qu'il faut tester à côté des API d'Anthropic. Sinon, ouais, Cursor, tout le monde m'en dit, enfin autour de moi, tout le monde me dit Cursor avec Claude 3.5, c'est le must. Dans les faits, je pense qu'il faut choisir un peu ce qui s'adapte chaque dev est différent en fait. Ouais. Donc il faut prendre l'outil avec lequel on est le plus à l'aise. Certains vont avoir envie d'avoir directement dans leur éditeur de quoi chatter et faire évoluer son code avec des merge requests automatiques. Ça, c'est intéressant. Mais moi, j'aime bien aussi parfois sur certains projets tout simplement demander à ChatGPT d'itérer plusieurs fois, quitte après à copier du code pour remettre dans mon IDE. Voilà, ça dépend. Ouais. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour un ou une développeuse pour bien utiliser ces outils-là? Alors, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la première réponse. Enfin, je pense que tout le monde le sait déjà maintenant. Il ne faut pas s'arrêter à la première réponse de ce que peut répondre un ChatGPT, par exemple. Que ce soit pour du code ou d'autres choses, hein, quand c'est pour de la rédaction, etc. Donc, itérer plusieurs fois, et pas forcément d'ailleurs éditer sa première requête, parce que c'est une erreur que je vois qui est souvent faite, c'est j'ai fait une première demande, le LM n'a pas bien compris, il est un peu à côté de la plaque, j'édite mon message et du coup il comprend mieux, mais en fait c'est encore plus efficace de lui répondre en chat, tu n'as pas bien compris, voici ce que je souhaite exactement, parce que de façon itérative, les LLM ont une capacité de self-reflection, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui finalement leur permet, avec des appels successifs, d'être beaucoup plus efficaces. Enfin, en tout cas, ils vont générer des réponses plus intéressantes. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Après, évidemment, même si c'est dur, d'essayer de vérifier au maximum ce qui est fourni pour les problèmes qu'on évoquait juste avant. Et puis après... se lancer, sans... En fait, il faut commencer par tester, en fait, et tester différentes choses, pas se baser uniquement sur sa première expérience, surtout quand on l'a testé il y a très longtemps, et voilà, essayer de suivre un petit peu les tendances et retester des choses qui ne marchaient pas à l'époque, parce que le biais du cerveau humain, c'est que quand on a testé un truc qui ne marchait pas, on ne va pas... repenser à le tester, on se dit bon c'est mort et puis on rate des choses quoi. Ouais, parce que en plus ça bouge tellement en ce moment. Oui, c'est ça. Il faut pas hésiter à revenir sur des trucs. Et moi-même je fais l'erreur, de temps en temps je me rends compte, je me dis mais oui en fait pourquoi je réessaye pas ce truc d'il y a un an qui marchait pas bien. Ouais. Top. Pour parler maintenant du coup de Commanders Act et de ce que vous faites avec les LLM, donc tu nous as parlé donc d'accéder à la donnée marketing, c'est ça. Avant de voir un peu ce que vous avez fait, est-ce que tu peux nous redresser vite fait le tableau de ce que vous donnez à disposition de vos clients? Oui, bien sûr. Donc nos clients, ça va être des équipes digitales qui ont des données qui proviennent de leur site web, des données qui proviennent de leur call center, de leur application mobile, de leur magasin physique. Tout type de données, ça peut être bien un nombre d'achats que un nombre de passages. Okay. Ouais, donc les données statistiques basiques, mais voilà, d'autres données, des données CRM et compagnie. Donc il y a tout ce flux de données et le métier de nos utilisateurs, c'est d'utiliser au mieux ces données pour améliorer l'expérience utilisateur et donc en cascade augmenter forcément leur chiffre d'affaires. D'augmenter leur capacité à faire des bonnes campagnes marketing, donc c'est-à-dire aussi de mieux comprendre leurs utilisateurs, puisque voilà, envoyer des pubs de salon de jardin à quelqu'un qui a un appartement, ça marche pas énormément d'impact. Et puis voilà, en fait on a des équipes qui veulent tirer parti de ces données pour mieux travailler au quotidien et qui ne sont pas ni développeurs ni ingénieurs data, et leur cœur de métier c'est d'avoir de bonnes idées pour améliorer l'expérience de leurs propres clients. Okay. Donc nous ce qu'on fournit c'est à la fois de quoi simplifier l'accès à la donnée, donc voilà, je donnerai un peu plus de détails tout à l'heure, mais et leur permettre aussi d'utiliser facilement cette donnée une fois qu'on l'a récoltée de la bonne façon.
Donc en fait, vous agrégez, c'est-à-dire que c'est un agrégat que vous stockez vous-même de toutes les données, Qu'on stocke ou pas, c'est juste que mais tu as une gateway vers toutes les sources de données de... en fait, c'est les deux en entrée, en sortie. En entrée, on essaie de faciliter au maximum la récolte de données. Donc ça passe par effectivement être connecté à toutes les sources imaginables, mais aussi à aider nos utilisateurs à aller au-delà des problèmes qu'ils ont au quotidien. Donc ça va être les adblockers, ça va être les Safari qui bloquent pour de mauvaises raisons parfois. Donc pour des bonnes raisons initialement qui sont la privacy, qui sont évidemment importants, mais parfois tu as des effets de bord qui fait qu'une donnée correcte d'analyse, d'analytics anonyme, voilà, peut être bloquée alors qu'elle est au-delà de tout soupçon sur la privacy. Donc toutes ces contraintes en fait du nouveau monde du web où il y a énormément de nouvelles contraintes. Donc ça c'est en entrée. Ensuite, une fois que ces données sont entrées, donc l'idée c'est de capturer 100% de ces données, mais ces données peuvent être incomplètes, elles peuvent contenir des erreurs, parce que les équipes qui ont mis en place l'outil Google Analytics ont pu se tromper, ou sur l'application mobile, il peut y avoir des bugs ou que sais-je. Donc il y a des enjeux de transformation de ces données entrantes, correction, et puis ensuite il y a une dimension d'enrichissement. Parce qu'une fois qu'on a ces données qui rentrent, on va vouloir peut-être combiner certaines données entre elles pour du coup les enrichir et avoir dans son outil d'analytics in fine des trucs plus intéressants à regarder pour optimiser. Et aussi de l'enrichissement à partir de bases externes qui concernent le client. Donc ça peut être enrichir sa donnée avec sa base CRM, voilà, c'est un premier niveau, avec ses conversions en magasin, que sais-je quoi. Okay. Et qu'il y a une dimension comme ça. Et puis il y a aussi la fameuse réconciliation des données, puisque finalement toutes ces données éparses de différentes sources, on n'a qu'une envie, c'est de les réconcilier pour essayer de comprendre comment les utilisateurs naviguent sur le site web et puis vont au magasin après. Est-ce que ça a un impact, leur montrer une pub online sur son achat en magasin, ou est-ce que ça sert à rien, est-ce que ça les embête plus qu'autre chose, du coup ça nuit à la marque, parce que les pubs, on peut aussi être saturé très, très rapidement. Donc ça c'est sur... donc tu as l'entrée, une fois que c'est dans le système, donc là on ne stocke pas forcément, la plupart du temps on ne stocke pas, c'est plutôt de l'enrichissement en temps réel sur le serveur. Et puis tu as effectivement, comme tu disais, les destinations. Donc là on est branché avec tous les outils que les équipes marketing peuvent utiliser, donc des outils d'analytics, des outils BI, des outils de lancement de campagne, bref, un florilège de destinations. Alors donc vous avez quand même une maîtrise, on va dire, de la donnée. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est au cœur de l'IA, parce que l'IA a besoin de données pour être intelligente. Mais en soi, vous n'avez pas un corpus. La donnée que vous avez n'est pas une donnée d'entraînement pour une IA, pour un LLM très traditionnel. Mais vous avez décidé de créer du coup un copilote petit peu pour vos clients. Alors du coup, effectivement, on va utiliser le LLM pour créer un copilote. Mais finalement, ça a quasiment rien à voir avec la donnée qui entre dans le système. Donc il n'y a ni entraînement, ni même pour l'instant de travail sur cette donnée-là. On est plutôt sur un copilote qui va aider nos clients à utiliser notre produit, donc qu'ils utilisent au quotidien pour ce que j'ai décrit précédemment, pour soit les assister, donc répondre à leurs questions sur des sujets où ils ont certains doutes, ou pour utiliser la plateforme en général. Donc ça c'est le niveau 0 un petit peu des copilotes. Faire des actions à leur place en manipulant les interfaces à leur place, donc créer des tâches. Donc évidemment on cible en premier les tâches rébarbatives pour se débarrasser de tâches qui sont consommatrices tout simplement de temps à la base. Et puis ensuite on va avoir des dimensions en fait, je pense que la meilleure image pour comprendre ce qu'on fait avec notre copilote, qui s'appelle Jarvix, donc tu vas voir tout de suite où j'en viens, c'est d'imaginer, donc la référence c'est Jarvis dans Iron Man, c'est d'imaginer ça comme dans ce film, comme un assistant qui va nous permettre d'atteindre plus rapidement notre objectif, qui va finalement, donc nos clients partent avec une idée de départ sur ce qu'ils ont envie de faire sur leurs données, ou une problématique qu'ils ont avec leurs données, et du coup,
quel est le meilleur moyen d'atteindre cet objectif le plus vite? Et ben finalement, c'est de se faire aider. Et se faire aider par un copilote IA, ça apporte une vitesse, une rapidité qui est intéressante. Mais donc ce Jarvix n'a pas accès aux données du client? Il n'a pas accès aux données en tant que telles? Non, enfin, ou alors dans des proportions assez faibles pour l'instant, parce que effectivement, quand on va avoir un de nos utilisateurs qui va demander à Jarvix de l'aider à corriger la donnée ou de la transformer, l'enrichir, parfois Jarvix va avoir besoin effectivement d'un exemple de données pour tout simplement savoir si ça va être cohérent, etc. Mais ça ne va pas pour l'instant au-delà. On verra dans le futur comment est-ce qu'on veut travailler. Le bloqueur pour l'instant qu'on s'impose, c'est d'entraîner l'LLM sur cette donnée, parce qu'on a un historique en termes de privacy et de RGPD et compagnie. L'ADN de la boîte, c'est vraiment d'être 100% clean là-dessus. On n'a jamais ni revendu de données de nos clients, ni échangé de données, etc. Et très tôt, on a intervenu sur les sujets RGPD. On a développé un produit à l'époque qui peut énerver un peu les internautes, ces petites bannières là qui s'affichent tout le temps, qui nous embêtent avec le consentement. Donc on a développé une solution de consentement. Mais c'est bien de demander le consentement. C'est très bien. Moi je dis ça embête les internautes parce qu'à force, sur chaque site où tu vas, quand demande le consentement, c'est pas le meilleur système. Je pense qu'ils auraient pu inventer un système autrement plus efficace. Toujours est-il qu'on est parti de là, donc il y a plusieurs années, et du coup on ne reçoit que de la donnée consentie. Et c'est important aussi pour nos clients pour l'image de leur marque et compagnie, d'être sûr que le RGPD c'est une obligation légale, mais que le consentement de leurs utilisateurs est respecté. Donc il y a, de ce que je comprends, il y a deux volets principaux à votre copilote. Il y a répondre à des demandes clients sur comment utiliser l'outil, et de l'aide directe sur comment dérouler, enfin comment exécuter ce scénario-là, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que du coup sur le premier type, vous utilisez du RAG? Ouais, alors on a commencé... en fait, on s'est intéressé, donc on a commencé... je pense la première démo en interne, ça devait être fin février 2023. Donc à l'époque, alors les papiers scientifiques sur le RAG, ça commence bien avant en fait, bien avant même la sortie de ChatGPT. Parce qu'on a toujours l'impression que tout est né avec ChatGPT, mais non, en fait, il y a des scientifiques qui ont eu de très bonnes idées avant. Donc le RAG existait déjà, et on a été très vite hésitant à utiliser du RAG tel que tout le monde l'utilisait, donc c'est-à-dire avec des bases vectorielles. Effectivement, j'ai ma donnée qui arrive à ma question d'utilisateur, je la transforme avec de l'embedding, ensuite je compare ça avec ce que j'ai stocké dans ma base vectorielle. Du coup, on a proposé un framework, donc on a écrit un papier scientifique là-dessus, qui propose une autre approche sans base vectorielle, parce que alors au-delà de tous les défauts, parce que chaque technique a forcément des défauts, au-delà des défauts du RAG en général, on a vu dans le système à la fois une complexité amenée du RAG, donc ça veut dire installer une base vectorielle, soit en propre, soit chez un prestataire, donc il y a une gestion supplémentaire. Ça veut dire utiliser une API d'embedding avec les enjeux de privacy qui vont avec. On n'en parle pas souvent, mais utiliser des API externes américaines, bon, c'est bien quand tu es aux États-Unis, mais avec le RGPD et puis cette volonté de respecter la privacy, il y a des enjeux quand même auxquels il faut faire attention. Et du coup, au-delà de ça, il y a aussi des problèmes de coût, de latence. Bien que la latence, pour moi, ça ne soit pas vraiment le sujet, on parle beaucoup de latence. En fait, le vrai problème, c'est le time to first token. Parce qu'en termes d'expérience utilisateur, ce qui compte, c'est pas que ton message mette même 1 minute à se générer. À partir du moment où c'est en streaming, tu vois les mots s'afficher, c'est pas très grave. Par contre, si tu attends une plombe pour avoir le premier mot qui s'affiche, là, l'expérience utilisateur commence à être très, très médiocre. Donc, en fait, on a proposé un framework différent qui ne se base pas sur les bases vectorielles. Je ne vais pas rentrer dans tous les défauts du RAG classique, parce que ça va être trop précis, mais on est parti du coup sur autre chose, et pour l'instant, ça nous convient toujours. Tu peux nous détailler un peu le fonctionnement Ouais, bien sûr. Ouais.
En fait, ça repose sur une succession de, entre guillemets, d'astuces ou de modules complémentaires. Finalement, on est parti du principe que... alors, je ne sais pas si tout le monde maîtrise cet embedding et ces données vectorielles, mais le principe de base, quand on veut poser une question à un LLM, pour pas qu'il hallucine, qu'il invente des données auxquelles il n'a pas accès, on va aller chercher du coup des données supplémentaires dans une base de données qu'on va fournir au LLM pour lui dire, écoute, voici la question de l'utilisateur, base-toi sur ces données, ces documents que j'ai trouvés dans ma base, et réponds à l'utilisateur en fonction de ça. Donc là, en théorie, je dis bien en théorie, on est à peu près sûr que on limite la proportion d'hallucination. Exactement, puisqu'il va se baser sur ce contenu-là. Donc le principe pour arriver à ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une API d'embedding qui va transformer la question de l'utilisateur en finalement un vecteur. Ou alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu peux faire un ensemble de vecteurs aussi. Ça peut être plus efficace. En tout cas, tu as un vecteur. Et d'un autre côté, tu as stocké soit toute ta documentation, soit tes documents, enfin peu importe où se situe ta base de données. Tu as aussi fait un embedding sur tout ça, stocké dans une base vectorielle. Et du coup, tu vas comparer ton vecteur qui correspond à la question de l'utilisateur à ce qu'il y a dans ta base de données. Et si tu as un fort taux de rapprochement, tu te dis, en théorie, le document ou la documentation, ou que sais-je. La réponse est pas là. Voilà, exactement. Donc ça c'est le principe de départ et nous on s'est dit mais en fait l'embedding, cette vectorisation sémantique et compagnie, c'est le principe même des LLM. En fait la base des LLM c'est ça. Donc est-ce qu'on pourrait pas finalement s'appuyer sur un LLM plutôt que de se reposer sur la complexité de mise en place d'une base vectorielle, de cette histoire de chunk des données. Alors, je vais employer des anglicismes, pardon, mais pour pouvoir stocker sa base de données sous forme de vecteur, il faut généralement découper ces documents en petits morceaux